Et vous pensez que c'est dû à quoi? Vous alliez beaucoup à l'école ou bien vous avez manqué beaucoup? Ah non, j'allais tous les jours à l'école, mais seulement le prof me laissait dans le coin parfois. Bien qu'il y avait du charbon qui venait, fallait que je le rate. On vous demandait de faire des travaux manuels Oui, plutôt que de plutôt faire des travaux apprendre. scolaires. Il y avait beaucoup d'élèves dans votre classe? Oui, on était 36. Et comment est-ce que vous avez pu passer d'une classe à l'autre Oh sans faire les examens pour finir, il me faisait monter comme ça. Je passais mes examens, quand je n'avais pas réussi, je montais une classe plus haut. Vous auriez bien voulu apprendre quand même, ou bien ça vous ennuyait à l'école? Aujourd'hui, ça ne m'ennuyait pas. Il n'y a que moi dans la famille. Comment ça se fait qu'il n'y a que vous dans la famille? Parce que j'aime pas d'aller à l'école, j'aime mieux travailler. J'avais envie de travailler, je ne voulais rien faire à l'école. Vous avez été à l'école quand même? Oui, j'étais à l'école. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12 ans et demi, parce que j'ai dû aller à Louvain, mais c'était en flamand, que je Oui. comprenais rien. Et j'ai pas continué, j'ai été travailler. Je n'étais pas pour aller à l'école, ça. Je me plaisais pas là. Quand j'étais à l'école, c'était pour me battre. Donc, Maintenant que vous êtes à l'armée, vous vous battez pas, vous allez à l'école. ouais, je suis à l'école. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre? Non, je suis partie au Danemark à l'âge de 7 ans. Et je suis revenue à l'âge de 12 ans. Je ne savais pas un mot français ni flamand, ni lire ni écrire. À ce moment-là, on vous a mis à l'école? On m'a mis à l'école, mais en 3e année. Et là, ça n'allait pas. Je ne savais pas lire ni écrire. Alors on me mettait à la création avec un chapeau avec des oreilles d'âne. Alors j'ai été encore plus complexée. Ça, j'imagine. Et puis mes parents m'ont retirée de l'école. J'ai été travailler à l'âge de 14 ans. J'étais une enfant placée. Et alors, Vous avez été placée à quel âge? j'étais tout bébé. Une fois que ma mère m'a eu, quoi, on m'a pris. On lui prenait tous les enfants comme ça. Alors. Vous étiez dans un orphelinat? Oui, c'est ça. Et là, vous n'êtes pas allée à l'école? Non. Si on allait à l'école, c'est pas la question. On allait, mais bon, celui qui savait suivre, bon, suivre. Celui qui ne savait pas suivre, ben, il allait derrière, quoi. On s'amusait comme des petits enfants, on ne regardait pas. Et vous, comment ça se fait que vous ne savez pas lire et écrire? Ben, moi, c'est parce que c'était une grosse famille à la maison. C'était une grosse famille, alors on n'avait pas beaucoup de temps de s'occuper de tous les enfants. Alors, ben, il fallait retirer ça au plan. Alors, moi, je faisais travailler les enfants. Moi, je restais dans l'ignorance. Je ne sais pas les raisons exactes pour lesquelles ils sont ici. Disons que pour plusieurs, enfin, il y en a 2 dans le groupe de 4 qui n'ont pas pu poursuivre leurs études après la 3e primaire. Parce qu'à partir de la 3e primaire, le père les a repris pour travailler ou d'autres raisons. Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas suivi leur scolarité complète, qui est pourtant obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais dans tous ceux qui sont ici, il n'y en a pas qui ont fini leur école primaire. Enfin, il y en a un qui a fini l'école primaire, mais qui finalement a tout oublié, qui ne connaît plus rien du tout, avec lequel il faut tout reprendre dès le début, parce qu'il fait encore des confusions entre les lettres. Mais vous qui êtes instituteur, comment ça se fait qu'on puisse, au fond, laisser des enfants à l'école jusqu'à certains, jusqu'à 14 ans, et qui ne savent rien? Comment ça se fait? Et ça, je ne comprends pas non plus, franchement. On les laisse dans la classe? Disons qu'il y en a certains, ça dépend du milieu, évidemment. Moi, je travaille dans un milieu assez favorisé, mais dans le milieu défavorisé, c'est un fait qu'il y a parfois des enfants qui sont laissés plus ou moins à l'abandon, qui arrivent parce qu'ils ont 10 ans, parfois ils ont 10 ans, ils arrivent en classe ne sachant rien. On ne peut pas les remettre en première année parce que ça ne sert à rien, on va les retrouver avec des enfants de 6 ans, il y aura un tel décalage que psychologiquement, c'est pas possible. Donc on les laisse parfois dans des classes de 3e, de 4e, alors qu'ils ne savent rien, et le reprendre individuellement dans des classes telles qu'on les a de 25-30 élèves, c'est très difficilement possible. Ça peut se faire éventuellement en classe d'adaptation, mais il faut encore en avoir, et ce n'est pas toujours le cas. J'ai commencé en primaire à l'âge de 5 ans, à l'école, quoi, et ensuite j'ai été transféré dans d'autres écoles,
jusqu'à professionnel. Parce qu'en primaire, j'ai toujours eu d'énormes problèmes jusqu'en professionnel. Et une fois qu'on m'a transféré en professionnel, ça allait beaucoup mieux, sauf en français, maths, etc., où j'ai toujours eu des problèmes. Après, j'étais jusqu'en première professionnelle. Et là, j'ai eu des problèmes aussi, sauf que alors j'ai abandonné. Est-ce qu'il y a des professeurs qui se sont occupés de vous? Non. Non. Qu'est-ce qui se passait? On me laissait dans un coin. Là-dessus, moi, j'en ai eu marre. C'est-à-dire que j'ai été à l'école en deuxième année jusqu'à la quatrième année, puis on m'a changé d'école. Tout ce que j'entreprenais était toujours voué à l'échec. Donc vous n'arriviez pas finalement ni à lire, ni à écrire? Non, pas concrètement, un manque de satisfaction et alors de compréhension vis-à-vis de certaines choses et alors un manque total de confiance en moi-même. Du fait qu'on était toujours en train de me reprocher que je n'aurais pas su et que j'étais pas capable. Tony n'a pu parler correctement qu'à l'âge de 6 ans à cause d'une malformation du palais. Petit à petit, le retard scolaire s'installe et pour lui, c'est le début de l'enfer. Aujourd'hui, il va rechercher ses enfants à l'école, un acte rare car pour lui, école rime toujours avec mauvais souvenirs. À l'école même, on s'occupait jamais de moi. Même en journée, j'étais au fond de la classe et c'était tout. Mais pendant 12 ans, quand même, vous êtes resté à l'école? Oui. Sans passer des examens ou rien. J'ai passé d'une classe à une autre sans faire mes examens, parce que je ne savais pas les faire. Qu'est-ce que vous faisiez en classe? Je dansais souvent, il y avait un aquarium, je soignais les poissons qui étaient dans l'aquarium et je soignais les plantes. Il y avait des plantes, je dansais à boire aux plantes et le reste du temps, je ne savais pas suivre parce que j'étais dans la classe, j'étais assis et c'était tout. En étant gamine, j'ai toujours eu des problèmes à l'école et je n'ai jamais arrivé à étudier, à écrire, à pouvoir me débrouiller. J'avais mes parents qui étaient un peu livrés à devoir travailler et tout et on ne s'occupait pas des enfants à mon époque comme on s'occupe maintenant. On peut avoir des problèmes de parcours, mais on a aussi un système scolaire qui n'est pas égalitaire et accessible à tous, ou accessible, mais en tout cas difficile à suivre par toute une série de personnes, et ils ne sont pas forcément pris en compte au fil des études, et donc ils se retrouvent parfois sur des voies de garage ou des voies qui ne sont pas les leurs. Et ils sont manifestement encore nombreux à passer entre les mailles du filet. Une nouvelle campagne doit faire connaître ces invisibles de notre société de l'écrit, et dès demain, Dominique fera sa rentrée des classes. Les maternelles et ma première année, deuxième année, je l'ai passé en enseignement normal. Je vivais chez mes grands-parents, puis je suis reparti habiter chez ma maman, qui est aussi dans les difficultés de lecture et d'écriture. J'étais souvent en retard, donc ma mère avait décidé de me mettre en enseignement spécial. Chez nous, les écoles spéciales, on appelle ça des écoles poubelles, parce que quand la prof en a marre de toi en enseignement normal, on te met au fond. Tu baisses les bras, tes parents ils voient ça, donc ils t'envoient dans les enseignements spéciaux en pensant que tu vas remonter, mais non, c'est pire. En fait, on n'avait qu'un prof pour 27 élèves, donc c'était un peu compliqué d'être spécifique. Les cours de français, c'était souvent les lettres de l'alphabet. Je confondais beaucoup les lettres en fait, donc quand je devais souvent écrire, malheureusement, c'était un peu incompréhensible. Mon frère arrive à déchiffrer, comme il disait souvent. Malheureusement pour moi, ma maman était avec un monsieur qui m'a beaucoup rabaissé, donc je n'avais pas le droit d'utiliser le PC. Mon petit frère Michael avait le droit d'utiliser le PC et Gwenelle aussi. Même jusque quand je suis monté jusqu'à mes 18 ans, je pouvais même pas utiliser une disqueuse alors que mes petits frères avaient le droit parce que c'était sans cesse non t'es trop, les mots comme on dit, rabaisser tout le temps, non t'es trop con, des trucs ainsi. Que même à l'école, à la rigueur, il n'était pas le bienvenu. Mes profs, ils voulaient pas en entendre parler. Parce que quand ils voyaient que j'arrivais à l'école assez démoralisé et que à cause de ça, ça a baissé ma vigilance et mon niveau de confiance en moi. J'étais vraiment devenu agressif avec les personnes à cause de lui.
Ça, c'était déjà très difficile. Là, j'aurais été mise carrément à la porte. S'ils avaient découvert que je ne savais pas remplir une fiche, ça, il n'y avait pas de problème. Mais vous faisiez bien votre travail? Ah oui, le travail était très bien fait. Ça, ils étaient contents, mais il fallait savoir lire et écrire. Ça, il n'y avait pas de problème. S'ils avaient appris que je ne savais pas, alors là, un peu de travail pour moi. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été... vous n'avez pas dû quitter votre travail parce que vous ne saviez pas lire et écrire? Ben oui, il y a eu plusieurs places comme ça, qu'on ne me prenait pas parce que je ne savais pas lire. Le Caterpillar, ben là, mon bidon, une fois qu'on a su que je ne savais pas lire. Vous y travaillez depuis combien de temps? Ben, il y avait 3 ans. Je travaillais depuis 3 ans à Caterpillar, la chaîne de montage. Alors il fallait un magasinier. Et on m'a pris d'office sans me demander si je voulais bien aller magasinier. Ben, moi, je ne savais pas quoi, je ne savais pas lire, rien du tout. Alors, ben, j'ai dit, ben, je vais bien, mais moi, je ne sais pas écrire. On m'a dit, c'est pas vrai. Il y a 3 ans que tu es ici, ben, oui, mais à la chaîne de peinture, il va besoin de savoir lire. Alors, ben, comme là, je n'ai pas su savoir lire, on m'a licencié. Comment vous avez fait tous ces boulots-là sans finalement savoir ni lire ni écrire? Vous avez toujours réussi à vous débrouiller, à le cacher? Oui, chaque fois j'ai su le cacher, oui, chaque fois. Sauf que bon, malheureusement, il tombait dessus et alors je recevais mon préavis. C'est la mentalité des gens. Vous ne travaillez plus? Non, plus pour le moment, non. Mais vous avez travaillé beaucoup? Beaucoup même. Parfois même 7 jours sur 7 quand il fallait. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, j'ai fait de tout, tous les métiers. Quand on se présente chez un employeur? Chez un employeur, ah là c'est un problème. Hein. C'est un problème. Hein. Si ça vous est arrivé de vous présenter oui, et de devoir dire... Oui, et de ne pas être accepté à cause de mon handicap. Hein. Oui. Plus qu'une fois, oui, plus qu'une fois. Ils sont parfois méchants, les gens. Hein. Vous savez, hein? Ils sont parfois très méchants. Hein. Ça vous est déjà arrivé qu'on se moque de vous? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, plus qu'une fois. Alors ça vous révolte. Hein. Vous savez, à vous, je raconte ça calmement, très gentiment, vous comprenez. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça comme ça. Hein. C'est-à-dire parce qu'eux, ils savent faire, ils croient que c'est impossible de ne pas savoir lire ni écrire. Hein. Ils croient que c'est parce que vous étiez bête, c'est ça? Je pense. Oui, ils n'osaient peut-être pas le dire, mais je pense que c'est ça. Souvent, en rupture précoce de l'enseignement, il faut à ces seniors beaucoup de courage pour accepter leur situation. Comme courage, je pense que c'est d'abord de franchir la porte pour venir suivre des cours d'alphabétisation ici au collectif. Ces personnes se sentent exclues de la vie du travail, mais surtout de notre société. C'est surtout pour eux-mêmes, pour se dire qu'enfin, on sera un peu plus comme les autres. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être comme les autres parce que vous ne savez pas lire? Ah oui, on est un peu humilié, on est un peu gêné, on doit chaque fois demander aux voisins d'écrire ou bien quoi, une lettre. Oui, ça c'est vraiment un problème. Ça vous a fait beaucoup de peine? Oui, terriblement. J'ai été terriblement complexée. Je n'osais parler dans le monde. J'avais peur. Peur des autres? Peur des autres. De ce qu'on allait dire? Oui, ils étaient beaucoup plus intelligents que moi. Quand on a des papiers à remplir, des choses, des dossiers à faire ou des lettres à mettre, que je ne suis pas capable de le faire et qu'il faut demander à certaines personnes. Il y a des collègues chez qui on se sent bien et qu'on sent à qui on peut se confier. Et il y en a des autres qui vous regardent et qui vous disent « Tu ne sais pas écrire ?» Et ça fait très mal. On se sent vraiment humilié. J'ai l'impression que je suis moins que les autres. Ça, c'est dur, quoi. C'est toujours difficile d'avouer ces difficultés, surtout devant un public ou devant des personnes qu'on ne connaît pas. On a toujours dur. On se referme sur soi, en fait. Se débrouiller au quotidien quand on a des difficultés à lire ou à écrire n'est pas évident. Quand je suis arrivée en Belgique, j'avais eu de l'aide de ma sœur, mais évidemment, elle ne peut pas être toujours avec moi. Donc, je me trouve un peu en difficulté aujourd'hui parce que je veux reprendre ma dépendance. Donc, aller moi toute seule à la banque, à la poste et savoir me débrouiller toute seule.
Et dans mon but, c'est aussi pour mon travail. On vit dans une société et on ne peut pas se débrouiller. Société où l'écriture et la lecture, c'est primordial, quoi. C'est avec ça qu'on se dirige. Prendre un métro, on ne peut rien faire, quoi. On doit demander à gauche, demander à droite. Si on est bien reçu, ça va. Mais tout le monde n'a pas le temps non plus, hein. Alors, il y a des gens qui vous répondent bien, il y a des gens qui vous disent regardez, c'est marqué, ou vous savez pas lire, ou des histoires comme ça, quoi. Oui, c'est dur. Pour nous diriger, nous orienter à chaque instant de notre vie, nous sommes confrontés à l'écriture, à des inscriptions, les panneaux du métro, les plans de ville, les plaques de rue ou même encore les offres d'emploi. L'analphabète total est perdu s'il ne peut s'en référer à des sigles, des marques ou des signes. Ne nous est-il pas arrivé d'être abordé en rue par quelqu'un qui demandait tout simplement un renseignement? Il recherchait une rue, une direction ou peut-être même une ligne de métro, alors que la réponse à la question se trouvait, écrite, à quelques mètres de là. Dans un monde où l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans, l'analphabète total est presque aveugle. On est vite perdu dans tout ce qui est gare pour prendre le quai ou pour recharger nos cartes ou ce qui s'ensuit, c'est vraiment plus compliqué pour nous. Quand je devais remplir des papiers ou ce qui s'ensuivait, je devais souvent demander à mon frère de le remplir, quoi. Certains documents sont difficiles à décrypter, tels que les documents des contributions, certains papiers administratifs. C'était très difficile pour moi de comprendre le sens des phrases qui étaient écrites. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Cet après-midi, Tony se rend au CPAS de sa commune auprès d'une assistante sociale qui l'aide à remplir ses papiers. Une assistante qui l'a aussi épaulée pour sortir d'ennuis financiers, des ennuis engendrés par son handicap, dont certains ont tout simplement profité. Ça, c'est la fiche 281 de votre travail de l'année passée, mais je crois que vous avez aussi été malade l'année passée. Non, je travaille plus, je suis sur la mutuelle depuis 8 mois déjà. Mais donc, je me suis fait avoir dans mes prêts, ça veut dire que on signe parfois des papiers, quand on ne sait pas le lire, on signe. Il vous oblige de marquer lu et approuvé, alors il montrera, copier qu'est-ce qu'il y a là, on le copie et on signe. Et après, on voit que on a des intérêts à 17-18% à payer. Et comme ça, on continue à aller dans. Il était tombé dans une spirale, en fait. Oui, parce qu'il ne savait pas lire. Il a signé des choses qu'il ne savait pas ce qu'il avait signé. Il recevait des lettres, il ne comprenait pas ces lettres. Il n'osait pas au début dire qu'il avait reçu ces lettres. Mais c'est important que les gens viennent au CPAS ou dans un service de médiateur de dette pour s'en sortir, parce qu'autrement c'est un spirale négatif et à la fin on ne sait plus en sortir. Voilà. Ça va, alors les autres pères savent aider leurs enfants et ça c'est... Ils doivent se débrouiller le plus possible d'eux-mêmes. Si maintenant elle peut le vendredi elle sait manger à l'école et elle sait payer ça et alors elle sait choisir qu'est-ce qu'elle veut dessus. C'est l'heure des devoirs pour les enfants de Tony, un moment compliqué pour ce papa, réduit malgré lui à un rôle de figurant. Moi comme ça. Dans certains cas, il y a même des risques. Quand on parle d'un pédiatre qui donnera des consignes écrites à la maman qui ne maîtrise pas la lecture, là, le bébé prend effectivement des risques. On n'a pas toujours une bonne opinion de la maman ou du papa qui ne se présente pas aux réunions de parents, qui ne répond pas aux mots dans le journal de classe. Tout ça aussi, ça concourt à un ensemble de conséquences. Prendre un bus, lire un tableau, prendre le train. Se rendre à la poste, s'adresser à n'importe quel guichet constitue pour les personnes analphabètes un véritable parcours du combattant. Suivre une formation au Forum, par exemple, peut s'avérer compliqué si on ne possède pas un minimum de bagages. Est-ce qu'on va prendre le temps d'aller suivre, par exemple, des cours de français pendant 2 ans avant d'aller enfin faire une formation qualifiante? Il y a peut-être des aménagements envisagés, comme par exemple, je vais apprendre à lire le matin et puis j'apprends un métier l'après-midi. Mais au milieu des étals, de tous ces produits étiquetés, de toutes ces affiches promotionnelles, Dominique, elle, se sent un peu perdue. Les magasins qu'on peut aller aussi... Parce que quand on va chercher soit du lait ou quoi que ce soit, il y a du lait qui c'est d'un magasin moins cher ou il y a certains laits, c'est marqué lait entier, mais il faut tout savoir. Et c'est
un problème pour tout ça. À l'arrêt de bus, chez soi ou dans la rue, l'écriture est partout. Et dans un monde où les guichets de banque, de poste, de gare ou de bus disparaissent petit à petit, les personnes en difficulté de lecture et d'écriture comme Dominique sont toujours plus laissées sur le côté. S'il n'y a personne pour lui donner un coup de main, comment on doit faire? C'est ça on est bloqué. J'étais là, ici devant, je n'arrive pas à comprendre non plus comment m'arranger pour faire avec l'appareil. Les automates posent problème, mais parfois ce sont les humains eux-mêmes qui sont les plus durs. Et demander de l'aide reste désespérément compliqué. Quand on prend un train, c'est marqué le train qu'on doit prendre et tout ça. Moi, le jour-là, j'ai été demandé et la personne m'a répondu, c'est marqué, vous n'avez qu'à lire. Et là, je lui ai dit, excusez-moi, mais moi, je ne sais pas lire. Mais la personne s'est vraiment rigolée de ma part en me disant, ben, vous n'avez qu'à prendre. Numérique, pour nous, on appelle ça une double sanction par rapport à nous. Parce que vu les problèmes de lecture et d'écriture qu'on a, par exemple, ici, je devais refaire mon contrat pour le CPS. Donc chaque année, tu dois faire un contrat, aller chercher un papier à la mutuelle, aller chercher un papier à la commune, au forum, à l'ONEM. Et ici, par rapport à l'ONEM, il faut tout faire par mail. Mais je ne sais même pas à quel endroit je dois cliquer pour remplir le papier, que eux renvoient le mail, comme quoi que je suis bien demandeur d'emploi libre. Et donc ça dure depuis un petit moment. Bon, encore heureux que le monsieur du CPS est consignant, on va dire, il me paye quand même tous les mois. Parce qu'il y a trop d'informations d'un coup sur la page, il ne s'adapte pas du tout. Oui, en fait, le droit à la revendication... Et le premier mot ici, que serait-ce? Ah. Oh non. Mon. Ce n'est rien. Le jeune homme que nous venons de voir a 19 ans. Il ne sait ni lire ni écrire. Combien y en a-t-il comme lui en Belgique? Il est difficile de le savoir. Le seul endroit où on peut les recenser est ici, à la caserne du Petit Château à Bruxelles, où toutes les recrues appelées au service militaire sont examinées par les officiers sélectionneurs. Rien que chez ces jeunes gens, c'est-à-dire dans une partie seulement de la population belge, il y a 1% d'illettrés. Il y a chaque année de 3 à 500 illettrés ou analphabètes qui viennent à Heverlee sous l'appellation pudiquement mystérieuse de DI 80, degré d'instruction 80, à 10 on est universitaire. Ils y reçoivent une instruction militaire à mi-temps et l'autre moitié de la journée est consacrée à l'instruction tout court. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plus forte proportion ne provient pas de la campagne, mais des villes et surtout des banlieues ouvrières. Les sociologues expliquent la chose par le fait que les enfants y sont davantage laissés à eux-mêmes et que les tares familiales y sont plus fréquentes. Et pourtant, la plupart de ces élèves sont sortis avec dans leur poche un certificat de fin d'études primaires en bonne et due forme. Certains sont même arrivés au Petit Château avec comme mention de profession sur leur carte d'identité la mention étudiant. Bien sûr, on dit que les responsables d'école n'aiment pas que des élèves s'en aillent, car des élèves en moins, ce sont aussi des subsides en moins. De toute façon, comme il y a à Heverlee un représentant, un délégué du ministère de l'Éducation nationale, il fallait quand même lui poser la question, car il n'est hors de doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce domaine. Ah, c'est le chef d'école qui doit donc délivrer le certificat des études qu'ils ont faites. Ça, c'est le chef d'école qui doit prendre sa responsabilité et doit savoir enfin ce que l'enfant a fait dans son école. Mais il arrive que des recrues qui arrivent avec un certificat de ce genre soient illettrés. Oui, mais alors moi je pense que la responsabilité du chef d'école est en jeu là. Il devrait enfin faire en sorte que les illettrés disparaissent. Mais pour cela, il faudrait revoir notre enseignement, je crois, réadapter notre enseignement, faire des classes de réadaptation, des écoles spéciales, des classes spéciales pour les handicapés, etc. Et d'autres classes encore, ce que nous appelons, nous, les classes de récupération. Ici, à Heverlee, le pourcentage de réussite, c'est-à-dire le nombre d'illettrés qui ne le sont plus après ces 4 mois d'instruction, est autour de 80%. Ces 80% vont être versés dans des unités militaires après leur période d'instruction, des unités où les officiers d'éducation sont chargés de les aider à faire des sortes de devoirs qui seront renvoyés et corrigés ici, de les aider en somme à
utiliser de façon pratique cette nouvelle faculté qu'ils ont de lire, d'écrire et de calculer. De patience, on n'en manque pas à la Maison du Canal à Molenbeek, une des 150 associations qui font de l'alphabétisation en Belgique francophone et dont la plupart se sont regroupées au sein de Lire et Écrire. Ils sont ainsi près de 800 bénévoles et 80 CST à sortir de la honte et de l'exclusion ceux qui ne savent ni lire ni écrire. En ce moment, plus de 3000 apprenants, comme on dit ici, suivent les cours. Il faut souvent plusieurs années et beaucoup d'attention pour vaincre la peur, la gêne et faire découvrir enfin le plaisir de savoir. L'alphabétisation est un besoin prioritaire. Nos responsables politiques sont unanimes à l'admettre. Pourtant, les CST qui ont travaillé à développer et à coordonner le réseau Lire et Écrire n'ont plus de contrat depuis 6 mois et sont dans l'incertitude quant à leur avenir. Certains continuent comme bénévoles. C'est le cas ici, à Soigny. Mais le découragement et la frustration s'installent. Tous les efforts, toute l'énergie dépensée, tous les résultats obtenus risquent d'être compromis. Il faut procéder en montrant aux gens auxquels on essaie d'enseigner la lecture et l'écriture, leur montrer que l'écrit est un outil de communication, leur montrer d'ailleurs que l'écrit est un outil de pouvoir, est un outil de plaisir éventuellement qui les concerne eux, un langage à travers lequel eux pourront communiquer, pourront éventuellement exercer un certain pouvoir, éprouver un certain plaisir. Et donc, dans toute la mesure du possible, nous utilisons de l'écrit qui existe. Et si possible, non seulement de l'écrit qui existe, mais de l'écrit que nous présentent les gens eux-mêmes, de l'écrit qui les concerne dans leur vie quotidienne. Suite à ces 4 mois d'instruction, le milicien a la possibilité de suivre des cours par correspondance, et ce au sein de sa nouvelle affectation. Lorsque le service se termine, l'armée conseille aux miliciens de continuer ses efforts au sein d'organismes d'alphabétisation, tels que Lire et Écrire. Consultation de nourrissons dans une expérience d'alphabétisation. Bien, la consultation de nourrissons, c'est un endroit où viennent volontiers les mamans, puisqu'il s'agit de la santé de leur enfant. Elles viennent avec de jeunes enfants. Donc c'est un endroit où elles vont pouvoir rencontrer une population belge, des personnes qui les accueillent qui sont belges, qui parlent français. Donc c'est un endroit où le français est la langue habituelle. Et pour les enfants, c'est en même temps peut-être la première fois où ils rencontrent des personnes étrangères et des personnes étrangères qui parlent une langue étrange. Donc dans ce sens-là, comme familiarisation avec la langue orale, c'est une expérience tout en douceur. Autre démarche intéressante est le travail effectué avec les femmes turques de Sherat. Celles-ci ont la possibilité de participer à des animations leur permettant d'acquérir une meilleure maîtrise du français oral. Pour une catégorie de la population, on dirait que l'école démissionne. Et c'est plus vrai aujourd'hui qu'il y a 25 ans. On peut dire que, Pascal Hilhorst, que franchir cette porte, c'est pas toujours évident, et vous êtes là, vous, pour encourager ces personnes à le faire. Voilà, tout à fait. Nous travaillons sur la confiance. C'est une de nos priorités que de redonner cette confiance aux gens, qu'ils retrouvent une estime de soi, parce que tout le monde est capable. Tout le monde sait faire quelque chose. Même en lecture, en écriture, quand on croit qu'on ne sait pas, on sait quand même toujours un petit quelque chose. Alors, par rapport à une classe traditionnelle, je dirais, qu'est-ce qui change ici et comment vous amenez ces gens à donner confiance à ces personnes? Alors justement, ici, ce n'est pas comme à l'école. C'est différent, hein, et on part du vécu des gens. Donc on va peut-être commencer par demander aux personnes est-ce que vous êtes mariés, quel est le prénom de vos enfants, et on commence par écrire le prénom des enfants, son propre prénom, le prénom de sa femme, et déjà quand on y arrive, c'est déjà une vraie victoire. Vous voyez ici des visages qui changent, des sourires naître? Oui, tout à fait. On voit des gens même prendre des nouveaux départs personnellement. Ils prennent en charge leur vie. Et c'est vraiment trouver les mots pour prendre sa vie en main, quoi. C'est ça le projet. SBL, Lire et Écrire, l'ALE, la Maison de l'Emploi, le CPAS, la bibliothèque communale et le contrat de sécurité et de prévention de Morlanway, tous luttent contre l'illettrisme. Ce collectif est né il y a 1 an. Aujourd'hui, il est rendu public. Une exposition voit le jour et une lecture apéritif est organisée.
on travaille à une prise en compte de la personne illettrée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne puisse accéder aux informations, aux services? Est-ce que c'est mettre des icônes? Est-ce que c'est réfléchir une autre façon d'inscrire les gens? Est-ce que c'est proposer des formations? Donc c'est un peu tout ça qu'on est en train de voir avec les différents partenaires ici sur la région. L'alphabétisation est donc réellement un enjeu démocratique. C'est l'une des raisons qui ont poussé une trentaine d'opérateurs à se regrouper à l'intérieur du dispositif territorial verviétois pour le droit à l'alphabétisation et la prise en compte des personnes illettrées. En fait, il y a principalement des administrations communales, les CPS, des organisations syndicales, mais aussi des organismes d'insertion socio-professionnelle de la région. La trentaine de partenaires actifs au sein du dispositif territorial a la volonté de construire des actions concrètes communes pour que la problématique de l'illettrisme disparaisse autant que possible du paysage verviétois. Malheureusement, bien souvent, ce qu'on voit, c'est le problème. C'est l'analphabétisme et on ne voit pas qu'à côté de ça, il y a des savoir-faire, il y a des capacités pour un futur métier et on essaie de renverser un peu la vapeur au lieu de pousser la personne à apprendre le français, on va peut-être lui permettre de faire des essais dans un métier manuel et elle verra alors tout l'intérêt qu'elle a à se lancer dans une formation pour mieux comprendre les consignes, pour mieux comprendre ses collègues de travail, etc. Ce qu'on voudrait, c'est que l'assistante sociale du CPS ou la personne qui est préposée au guichet, n'importe où, garde dans un petit coin de sa tête qu'une personne sur 10 est concernée. Donc on ne doit pas dire à la dame « allez voir le tableau, c'est écrit » ou bien « je ne suis pas payé pour compléter des chèques ». Gardons dans l'idée qu'on peut quand même aider les personnes en difficulté, quoi. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Puis la journée internationale de l'alphabétisation. Une nouveauté cette année en communauté française, le secteur de l'intérim va jouer un rôle afin de permettre aux consultants de repérer les illettrés et de mieux les orienter. Un protocole d'accord a été signé en ce sens ce matin au siège de la communauté française avec la Fédération des entreprises de travail intérimaire. Pour l'instant, il s'agit d'un projet pilote. Il ne sera mené que dans une dizaine d'agences et sera évalué avant d'être développé à plus grande échelle. L'illettrisme reste un fait de société, les chiffres en témoignent. Aujourd'hui encore en Belgique, un adulte sur 10 éprouve des difficultés à lire et à écrire. Si de plus en plus de personnes sont au courant de cette problématique, peu d'entre elles connaissent la manière dont les associations telles que Lire et Écrire travaillent. L'objectif de cette exposition est donc d'éclairer les zones d'ombre. Une formation qui s'adresse aux adultes de plus de 18 ans, peu ou pas scolarisés. Parallèlement à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du français oral et des mathématiques, les apprenants participent également à des actions plus spécifiques comme l'atelier permis de conduire. Michel en a bénéficié, il est élève à Lire et Écrire depuis 3 ans. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire et pour moi, je travaille pour le CPS, donc j'ai été obligé de suivre des cours, quoi. Expliquez-nous si vous deviez parler d'un atelier en particulier, allez-y. Je parlerai du permis de conduire parce que grâce à ça, j'ai quand même réussi mon permis de conduire. Et comment ça s'est passé pour y arriver? On avait des cours 3h30 par jour et au bout de 3 mois, j'ai été passé à prendre le compte. Aujourd'hui, le repérage est mieux organisé, mais il reste toujours une tranche de plus de 50 ans pour qui lire et écrire reste mystérieux. À Bruxelles, de nombreuses associations dispensent des cours d'alphabétisation, suivis essentiellement par des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. Le problème, c'est que le nombre de places ne suffit pas face à la demande croissante. L'alphabétisation est une clé essentielle pour offrir aux personnes d'origine étrangère venues s'installer à Bruxelles la meilleure insertion possible en tant que citoyens. Il importe donc que les pouvoirs politiques en soient conscients et mettent les moyens nécessaires pour que le nombre croissant de demandes soit enfin rencontré. Ils nous poussent un peu aussi, ils sont là derrière nous, donc ça nous permet aussi d'évoluer beaucoup plus vite. On nous rabaisse pas là-bas, donc on nous mettra pas derrière. Si t'es plus faible qu'un autre, au contraire, on va te mettre devant. Le mal qu'elle se donnait, la patience qu'elle avait avec moi, et puis ça rentrait pas. Je voulais burer un marteau, ça rentrait pas. Elle a eu une patience d'ange. Et maintenant, ça rentre. Maintenant, ça rentre. Alors, je suis fière. Alors, je prête tout le monde. Alors, je me demande si j'ai pas fait de faute. Ah oui, j'embête tout le monde à la fin avec ça. D'ailleurs, quand j'ai fini de travailler comme ça, eh bien, j'ai écrit au tableau. Et après, je me demande, hey, tu viens, que je te... viens voir si j'aime bien. Alors, on me dit, oui, mais t'as fait une petite faute, on me corrige.
on est très fiers quand on sait. Il me semble qu'on peut aller de tous côtés, on peut aller à la banque, on peut aller à la poste. On sait, on est content. Franchement, oui. La vie me paraît plus agréable qu'avant, parce qu'avant, ça foutait de la vie. On ne savait pas lire, rien du tout. Je trouve ça que c'est bête. Mais maintenant que je sais lire, ça commence à venir. Je trouve que pour moi, la vie est plus belle. Et je vais dire ainsi, je me sens mieux. Je travaillais comme ouvrier et maintenant je travaille comme conducteur de la machine. Ce qui est mieux payé. Oui, en général, oui, c'est toujours un peu plus, mais c'est pas grand-chose. C'est la question morale qui est très importante, quoi, pour moi. Ça change beaucoup de choses. Premièrement, ça améliore le contact avec les gens. Ça m'a permis d'exprimer, d'avoir des contacts avec les gens. Et deuxièmement, de lire certaines fiches, des commandes, etc. Donc, c'est très important pour garder cette place, quoi. Je trouve que ça me fait du bien de venir à l'école parce que je me ressens jeune, je me ressens utile, j'apprends, je suis fière, je montre à mes enfants ce que j'ai appris ici et je suis contente. Les personnes sont satisfaites parce que, par exemple, le premier groupe, il y a 3 personnes qui ont repris confiance en eux et qui ont retrouvé un emploi. C'est vrai que je vois des miracles. Il y en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'ils ont trouvé un emploi, parce qu'ils ont repris une formation ailleurs. Et ça, c'est ce qui est le plus gratifiant. Ici, chacun évolue à son rythme. Peu importe la durée de l'apprentissage, seul le résultat compte. On a commencé, j'étais assez content de moi en voyant que certains SMS, je savais les lire. Je commençais à déjà un peu voir de moins me tromper par rapport au D, au B. Donc ça allait beaucoup mieux. Et de pouvoir enfin envoyer des messages, je veux dire, convenables à mon frère, où il ne devait pas déchiffrer, ça a été la première. Là, il était assez aussi, on va dire, assez content de pouvoir voir que j'avais plus besoin tout le temps qu'il soit derrière moi. Lire un plan, ça maintenant je sais faire. Avant, il me fallait des heures pour savoir monter une armoire. Maintenant, ça me prend peut-être 20 minutes à tout casser parce que j'arrive à mieux comprendre les mots. Il y a beaucoup de mots que je sais écrire sans faire le faute maintenant. Il y a encore des mots, ça passe pas encore, mais bon, on comprend beaucoup mieux. La lecture est vraiment bien remontée, donc on peut se permettre de lire des livres qu'avant, j'oserais même pas prendre même la Gazette à la gare. La première livre que j'ai lu, celui-là, je l'ai terminé pendant les vacances tout seul. Quand on ne sait pas lire et écrire, on est comme quelqu'un qui n'existe pas. Si tu commences un peu à connaître lire et écrire, tu es comme une fleur qui s'ouvre. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.